Bienvenue dans le débat. Dominique Pellicot, condamné à 20 ans de prison ferme et déclaré coupable de tous les faits reprochés, dont les viols aggravés sur son ancienne épouse Gisèle Pellicot. Les 50 autres accusés ont tous été reconnus coupables avec des peines de 3 à 15 ans. Après 3 mois et demi d'un procès historique, la Cour criminelle du Vaucluse a donc rendu sa décision. Gisèle Pellicot a pris la parole. Elle a déclaré penser aux victimes non reconnues de violences sexuelles. Elle a ajouté avoir confiance dans un avenir dans lequel chacun, femmes et hommes, puisse vivre en harmonie, a-t-elle dit. On va y revenir. On va revenir d'abord sur ce verdict et sur l'épilogue de ce procès retentissant. Est-ce historique? On va revenir aussi sur l'impact de ce procès dans la société. Y aura-t-il des évolutions dans la loi? Y aura-t-il un avant et un après procès Mazan? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Isabelle Rome. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes ancienne ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Anaïs Defosse. Bonsoir. Vous êtes avocate. Vous intervenez d'ailleurs, vous êtes intervenue devant la délégation des droits des femmes à l'Assemblée nationale. Bienvenue à vous. Laure Manin est avec nous. Bonsoir Laure. Journaliste à France 24, également présentatrice et productrice de l'émission Actuelle, l'émission donc sur les femmes. Nous avons par Skype avec nous Muriel Réus. Bonsoir, vous êtes fondatrice et présidente de l'association Femmes Avec, également cofondatrice de MeToo Média. Bonsoir et bienvenue. Après 3 ans et demi d'un procès historique, la Cour criminelle du Vaucluse a donc donné son verdict. Retour en images avec Noémie Roche. Acclamée, Gisèle Pellicot quitte le tribunal d'Avignon, entourée par ses avocats. Quelques minutes plus tôt, elle avait réagi à la décision de la Cour criminelle du Vaucluse après avoir assisté à la lecture du verdict. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Madame Pellicot, vous êtes satisfaite des peines? Écoutez, je respecte la Cour et la décision du verdict. Reconnu coupable de l'avoir droguée, violée et fait violer par des dizaines d'inconnus pendant 10 ans, son ancien mari a été condamné à la peine maximale, 20 ans de prison. Son avocate a réagi sans dire si elle fera appel. Monsieur Pellicot n'était pas forcément le chef d'orchestre et les autres n'étaient pas les musiciens. Pour autant, je pense que par l'énoncé de ce verdict, la Cour a condamné le chef d'orchestre en faisant une différence justement entre lui et les différents musiciens qui composent cet orchestre. Les 50 coaccusés, jugés pour la plupart pour viol aggravé, ont tous été reconnus coupables. Mais ils ont été condamnés à des peines inférieures, parfois de moitié, à celles requises par l'avocat général. Mon client est libre. Il vous remercie. Entre le sursis et les peines déjà effectuées en détention provisoire, certains d'entre eux sont même ressortis libres, indignes, selon ces membres de collectifs féministes. Des peines jugées trop basses aussi par les enfants de Gisèle Pellicot, selon une source proche de la famille. Isabelle Rome, comme magistrate puis ministre, vous êtes très engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en particulier au sein des familles. Votre réaction sur le verdict, à la fois les 20 ans de réclusion criminelle pour Dominique Pellicot et également ces peines entre 3 à 5 ans pour les 50 autres accusés. On a vu que ça a fait beaucoup réagir à l'extérieur de ce tribunal, mais aussi au sein de la famille de Gisèle Pellicot. Donc moi, je ne commente pas particulièrement, mais plutôt constater. Et ce que je constate, c'est que la Cour a infligé à Dominique Pellicot la peine maximale encourue. Et donc, je crois qu'elle a vraiment voulu montrer le caractère extrêmement grave des faits qui ont été commis. Et, j'allais dire, après avoir examiné la personnalité, le parcours, le passé et l'avenir de Dominique Pellicot, de dire, nous allons lui infliger la peine maximale. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et comme décision. C'est un fait historique. C'est assez rare, en fait. C'est assez rare. Jusqu'à 20 ans. Le maximum de la peine encourue. C'est rare pour avoir présidé des cours d'assises. Ça m'est arrivé quelquefois, mais c'est assez rare qu'on mette vraiment le maximum encouru. Voilà. Donc,
ça démontre bien quelque chose de particulier. En revanche, une volonté justement de marquer le coup. Je pense, oui, certainement. Enfin, après, je peux pas, comment dire, il faudra lire leur motivation, puisque la motivation, je crois, n'est pas encore rendue publique. Donc, il faudra voir comment la Cour a motivé justement cette peine. Donc, on va pas parler au nom des magistrats qui ont statué, mais on peut peut-être imaginer cela. Et puis, pour le reste, je pense que la Cour, elle a fait son travail d'individualisation de la peine, puisque une fois que la culpabilité a été déclarée, constatée, eh bien, pour chaque accusé, il faut faire un travail justement d'examen au vu de son passé, de son passé judiciaire éventuellement, de son passé, de son parcours et aussi de ses capacités éventuelles de réinsertion. Donc je pense que sur le plan, j'allais dire, juridique et sur le plan démocratique, en fait, cette décision, eh bien, elle montre un examen, comment dire, méticuleux des faits et des personnalités par la Cour. Et c'est pour ça qu'on a, à mon avis, un échelonnement assez important des peines. Avec ces peines qui sont inférieures aux réquisitions, Anaïs Desfosses, et qui ont fait réagir au sein de l'audience, c'est vrai que c'est cette individualisation des peines qui pourrait expliquer le fait qu'elles aient été inférieures aux réquisitions. On parle bien sûr des 50 autres accusés, pas de Dominique Pellicot qui a pris pour 20 ans. Alors c'est quand même délicat de commenter parce que Madame Pellicot elle-même, à la sortie de l'audience, a indiqué qu'elle ne souhaitait pas commenter et que, pour reprendre ses termes, elle respectait la décision qui avait été rendue. Néanmoins, une fois ça dit, il est toujours surprenant, même si une cour peut aller en deçà des réquisitions, le symbole est aussi important de voir qu'une cour ait prononcé moins que ce qui avait été prévu par les procureurs de la République. Et si on doit aller un peu dans le détail des peines qui ont quand même été prononcées, on constate aussi qu'une partie est en deçà de ce qu'on a aussi habituellement dans des dossiers de viol qu'on peut avoir dans nos cabinets spécialisés. Il y a plein d'interprétations, il faudra avoir la motivation. Une des peut-être possibles explications, c'est que quand on ne prévoit pas une peine trop importante, il y a moins de risques que les personnes inscrivent un appel et qu'il y ait du coup un autre procès qui, cette fois-ci, ne serait pas devant une cour criminelle, mais une cour d'assises avec un jury populaire. Peut-être que ça a été pris en considération par la Cour, peut-être. Muriel Reus, votre réaction, vous qui présidez l'association Femmes Avec, sur ce verdict? Bien, écoutez, moi, je partage tout ce qui vient d'être dit sur le plateau, à la fois par Isabelle et Anaïs. Il y avait 30 demandes d'acquittement quand même. Je crois que ça, il faut qu'on le redise. C'est-à-dire que les avocats de la défense ont demandé 30 fois, de façon successive, à ce que ces mises en cause soient acquittées. La justice n'a pas suivi. La justice n'a pas suivi la pression des avocats de la défense. Donc ça, je pense qu'il faut le souligner. Tous coupables quand même. On peut dire aujourd'hui que la justice a décidé que tous ces hommes qui avaient commis ces actes de viol, d'agression sexuelle, ont été condamnés. Et ça, il me semble que c'est extrêmement important. Après, effectivement, sur les condamnations avec sursis, certains sont sortis peut-être libres du tribunal. Et je pense que ça, c'est extrêmement violent, à la fois pour la famille et pour toutes les personnes qui ont suivi le procès. Laure Manin, 3 personnes, me semble-t-il, sont sorties libres, c'est ça, sur le compte. Il faut aussi rappeler qu'il y a une vingtaine d'agresseurs qui n'ont pas, eux, été filmés. Donc, eux, ils n'ont carrément même pas été mis en cause dans ce procès. Donc là, le montant des preuves, c'est quand même ce qui le rend un peu historique. C'est que c'était exceptionnel d'avoir autant de preuves. C'était un peu le crime parfait pour la défense, enfin pour la partie civile plutôt, parce que pour le coup, les affaires de viol souvent traînent dans le temps, entre le moment où il y a une déclaration de la victime au commissariat et qu'il va y avoir une expertise médicale qui est pratiquée, et le moment où le procès a lieu, il peut se passer plusieurs années. Là, en l'occurrence, entre le moment où ça a été découvert et le moment où le procès a eu lieu, il s'est écoulé 4 années, pendant lesquelles les enquêteurs ont pu continuer à travailler, où ils ont identifié effectivement 21 hommes, à ma connaissance, supplémentaires, dont on n'a pas été capable de déterminer les identités, mais qui sont encore dans la nature et qui, a priori, ne vivent pas très loin de Mazan. Jusqu'à présent, tous ceux qui ont été jugés sont dans un rayon de 50 km autour de ce village du Vaucluse. Pour ce qui est de ces hommes-là, et c'est monsieur tout le monde, c'est ce qu'on disait au début du procès, on parlait souvent du caractère de bon père de famille de ces individus. Les hommes ordinaires. Qui déposaient leurs enfants à l'école avant de venir. Et
et dont on a découvert en fait qu'ils étaient extrêmement banals et insérés dans notre société, alors qu'on imagine souvent le violeur comme un type patibulaire. On s'est bien rendu compte que c'était pas forcément le cas. On va y revenir justement sur cette banalisation du viol, mais avant, je voudrais qu'on écoute Gisèle Pelicot de manière un peu plus longue, parce qu'elle a pris la parole, elle a déclaré penser aux victimes non reconnues de violences sexuelles. Ça a duré 3 minutes et c'était assez fort. On va l'écouter. C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat, ainsi qu'à mes belles-filles, Aurore et Céline. Je pense aussi à toutes les autres familles touchées par ce drame. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Isabelle Rome, très digne son discours qui a duré 3 minutes. Elle parle d'harmonie. Elle voudrait en fait que les hommes et les femmes vivent en harmonie. Ça, c'était la fin du discours. Enfin, je trouve qu'elle force le respect, enfin, comme depuis le premier jour du procès. D'ailleurs, on a envie de rien ajouter. Enfin, en quelques minutes, finalement, elle dit tout. Je pense que c'est une très belle leçon aussi d'humanité. Et je pense que par son tempérament, par le fait aussi qu'elle ait voulu que le procès soit public, et d'ailleurs elle revient bien là-dessus, eh bien, elle a donné aussi un caractère exemplaire à ce procès, et donc aussi un côté médiatique public, enfin, je veux dire, extrêmement important. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas demander, je veux dire, à toutes les victimes d'avoir cette force, parce que, je veux dire, moi j'en ai rencontré beaucoup et parfois elles sont vraiment anéanties, elles ne peuvent pas avoir un tel comportement, mais du fait même de sa personnalité, ce procès, justement, est devenu vraiment aussi, je pense, exceptionnel. Bien sûr, il y a. Elle est devenue une icône, voilà, en quelque sorte. Et je pense que ça, c'est important. Et j'espère que, justement, on va pouvoir continuer et que ce procès, qui a été comme un choc, en fait, eh bien, sera aussi un élément, un moment déclencheur pour embrayer justement sur d'autres choses en termes de réformes législatives, d'évolution de la société, d'éducation, de prévention. Enfin, je pense que nous reviendrons sur ces sujets un peu plus tard. Anaïs Defosse, elle a parlé aussi des familles des agresseurs, des autres agresseurs dans ce discours. C'est quand même intéressant. Elle les a englobés dans ce discours qu'elle a fait. Oui, je ne peux pas commenter plus. Effectivement, c'est un discours d'une grande humanité. Je suis un peu plus gênée de parler de dignité parce que, quelque part, ça viendrait dire que d'autres victimes seraient peut-être un peu moins dignes. Et que, comme l'a rappelé Madame Rome, c'est sa personnalité qui rend possible aussi ce type de prise de parole publique qui ne sont pas évidentes. Je ne suis pas surprise, finalement, qu'elle ait aussi eu un mot pour de l'autre côté de la barre. Un mot, Laure Manin, justement, sur sa personnalité, parce que c'est vrai qu'elle est devenue une icône, et on va voir que c'est même devenu une icône mondiale, parce que ce procès a été couvert par la presse du monde entier. Donc finalement, est-ce qu'elle a changé aussi un peu la perception de la victime ? Il y avait un côté presque guerrière chez elle. Guerrière, mais guerrière de la paix, j'ai envie de dire, parce qu'elle était extrêmement calme, extrêmement digne. D'ailleurs, ce discours final, cette prise de parole finale, c'est dans le sens de l'apaisement. Elle ne veut pas de vendetta et elle, quand elle a cette parole pour les familles, les autres familles qui ont été concernées, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'elle n'est pas dans la revanche. Ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement qu'elle a été suivie par des médias du monde entier, qu'il y avait plus de 80 médias étrangers qui suivaient l'affaire sur une base très régulière et qu'ils ont fait d'elle, effectivement, une forme d'héroïne, de figure du féminisme. Le New York Times a parlé d'elle comme de la personne de l'année, par exemple. Et c'est vrai qu'en levant le huis clos, en décidant que la honte doit changer le camp, elle a montré d'une certaine manière l'exemple pour toutes ces victimes non reconnues dont elle parle également, pour leur donner le courage éventuellement de parler. Et puis en disant que aussi tous les soutiens qu'elle a reçus, et notamment de ces victimes qui étaient dans l'assistance dans le public au tribunal, eh bien ça lui a donné du courage pour elle pour aller jusqu'au bout du processus. Un choc mondial, en tout cas, on va y revenir sur cette couverture de la presse internationale exceptionnelle avec Thibaut Francesquet. C'est une affaire qui a attiré l'attention du monde entier.
Dans la nuée de micros et de caméras que l'on peut voir au procès Pellico, il y a les chaînes françaises, mais aussi de nombreux journalistes étrangers. Sur la chaîne britannique Sky News, le verdict est à la une ce jeudi. C'est un procès qui a choqué le monde entier. 51 hommes condamnés à un total de plus de 400 ans de prison dans une affaire de viol de masse. Des États-Unis à l'Espagne, en passant par le Royaume-Uni, l'intérêt pour le procès Pellico traverse les continents. Je pense qu'au départ, notre intérêt vient du choc provoqué par la nature de l'affaire, la durée des abus et le nombre d'hommes impliqués. Ensuite, c'est la personnalité de Gisèle qui a dominé. Je veux dire qu'elle a le statut d'héroïne. C'est une femme dont la vie personnelle et familiale a été brisée. Et tout en faisant face à cette tragédie personnelle absolue, elle a pris la défense de millions de femmes dans le monde entier. Cet aspect, un mari qui va inviter les autres, et tous les rituels, et c'était tellement sordide le fait qu'il l'a filmé, c'était tellement hors norme que ça ne peut que susciter un intérêt sur la planète. Et en plus, ça se passe ici, dans le sud de la France, où la vie est censée être belle. Bien au-delà d'un fait divers, cette affaire hors norme par sa nature et le nombre d'hommes impliqués illustre la question du viol et des violences faites aux femmes, un sujet universel. Il résonne particulièrement en Espagne. En Espagne, je crois que ça nous intéresse beaucoup. C'est une société qui est assez concernée par rapport aux violences faites aux femmes. Et nous, en tant que correspondants ici en France, et en travaillant pour une agence espagnole, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Le verdict rendu ce jeudi marque la fin du procès. L'ensemble des 51 accusés ont été condamnés. Muriel Reus, en ça, c'était historique, un tel retentissement mondial. Oui, c'est un retentissement mondial parce que cette femme, elle porte en elle un comportement, des valeurs, une attitude, une posture qui est tout à fait particulière, sans comparer les victimes parce qu'il n'y a pas lieu de le faire, chaque histoire est unique, mais ça devient un modèle et c'est extrêmement, quelque part c'est important que ça devienne un modèle parce que on voit bien, hein, moi j'accompagne des victimes tous les jours, je vois bien la difficulté de parler, la difficulté d'aller s'exprimer, la difficulté de dire les choses et Gisèle, face à ces images insoutenables, ces 20 000 photos et vidéos, elle a toujours eu cet aspect digne, cet alignement, cette posture qui fait qu'on ne peut que nous-mêmes la respecter et respecter sa prise de parole. Elle ne s'est jamais ni énervée, ni elle n'a jamais prononcé de mots. Vous dites tout à l'heure, elle ne fait pas la vendetta. Non, elle ne la fait pas. Je pense que ce qui la porte et ce qui la conditionne aujourd'hui, c'est vraiment de faire changer les choses. C'est pour ça qu'elle a accepté ce huis clos. C'est pour ça qu'en devenant un modèle aujourd'hui, j'espère que ça va convaincre d'autres femmes de prendre la parole. Et puis moi, ce que je trouve aussi important, c'est qu'elle revient systématiquement sur les rôles des hommes et des femmes dans la société. Ma déception, c'est que peu d'hommes ont pris la parole, peu d'hommes se sont exprimés. Et je vais vous donner un exemple. J'étais dans l'avion, c'est pour ça que je ne suis pas avec vous sur le plateau. Après, une journaliste étrangère a demandé à ce que je prenne la parole. Je lui ai proposé qu'un membre, un homme de l'association le fasse. Et cette journaliste a dit non, on ne veut que des femmes. Je trouve que c'est une erreur. Il faut aussi interroger les hommes sur ce procès, sur ce qu'ils en pensent. Est-ce que ça a changé leur perception? Est-ce qu'aujourd'hui, ils mettront moins en doute la parole des victimes? Donc voilà, tout ce procès, il pose toutes ces lignes et toutes ces interrogations. Isabelle Rome, peut-être une réaction sur justement... Alors, il n'y a que des femmes aussi ce soir, mais bon, il aurait pu y avoir des hommes. On en a invité un certain nombre. C'est justement, elle essaye de ne pas opposer hommes et femmes, Gisèle Pellico. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. C'est extrêmement important et je pense qu'il faut bien rappeler... Elle l'a bien redit dans son discours aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas opposer les femmes et les hommes et je pense qu'il serait faux de dire que les hommes sont par nature violents. Mais alors, quand en même temps, c'est le procès de l'homme ordinaire, c'est ça? Seraient par nature non violentes. Voilà. Moi, j'insiste beaucoup et je pense sur le rôle de la société qui fabrique justement cette violence par cette reproduction, j'allais dire, de ce modèle finalement de domination du masculin sur le féminin qui existe dans presque toutes les sociétés, je pense, dans le monde. Et dans presque toutes les sociétés, on a ce modèle de domination et ce qui va avec, c'est-à-dire une violence structurelle à l'égard des femmes. Et c'est pas ça, c'est le patriarcat. Oui, c'est ça, voilà. Et c'est pas être particulièrement féministe de dire ça,
il y a un texte international qui a été ratifié par la France qui s'appelle la Convention d'Istanbul, qui dans son préambule dit très clairement, considérant qu'il existe une violence structurelle des sociétés à l'égard des femmes et qui ensuite donc invite les États ratificateurs à prendre un certain nombre de mesures justement pour prévenir et réprimer cette violence. Donc en fait, ce que ce procès questionne aussi, c'est justement ce modèle et ces modèles qu'on met dans la tête des filles et des garçons. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas que les hommes qu'il faut sensibiliser, que les garçons, mais aussi les filles qui acceptent, j'allais dire malgré elles, ces modèles qu'on leur met dans la tête, qui sont quand même toujours un peu des modèles de soumission. Voilà. Modèles de soumission. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à parler de culture du viol Oui, enfin, après, on peut l'employer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de petite violence et il n'y a pas de propos anodins. Et donc, moi, je pense qu'il est important aussi de parler du sexisme ordinaire, c'est-à-dire de ces propos, de ces comportements qui paraissent anodins, mais qui sont déjà à la base de cette violence et qui sont déjà extrêmement destructeurs. Quand vous avez une jeune femme qui, tous les matins, quand elle va au travail, entend une remarque sur sa tenue, on lui demande ce qu'elle a fait pendant la nuit, ça mine, c'est destructeur. Et c'est pareil, c'est pas une lubie de féministe, ça détruit. Ça détruit les personnes. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important de sensibiliser très largement contre le sexisme dans toutes les strates de la société. Anaïs Desfosses, est-ce que vous parleriez, vous, de la culture du viol ? Oui, complètement. Ce que ce procès nous dit aussi, c'est que le corps des femmes est à disposition des hommes. Et c'est pour ça qu'ils ont été jugés. Ils ont pris un corps mis à disposition par un autre. On est complètement dans la culture du viol et avec tout ce qui s'est passé dans ce procès, parce que effectivement, vous avez eu raison de le rappeler, la décision, elle est extrêmement importante, symboliquement, qu'il n'y ait eu aucun acquittement, que les 51 aient été déclarés coupables. Mais pendant ces mois de procès, la culture du viol, elle était là en permanence sur la façon de poser des questions, sur le contenu des questions. C'est-à-dire sur la culpabilité, toujours l'inversion sous-entendue. Bien sûr. Du côté de Gisèle Pelicot. Exactement, une part de responsabilité. Et c'est ce que nous dit le texte encore aujourd'hui législatif du viol. Le viol, aujourd'hui, il est encore défini, traduit à l'inverse, il vient dire que sauf lorsqu'il y a menace, contrainte, violence ou surprise, le reste du temps, vous êtes consentant et consentante, donc vous êtes à disposition. Et c'est ça qu'on a dans ce procès-là aussi, de manière presque étonnante, puisque normalement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le dossier parfait. Il reconnaît l'accusé principal, d'autres ont aussi un peu reconnu du bout des lèvres. On a des preuves. Et la question de la redéfinition ne devrait pas se poser dans ce dossier-là. Mais c'est ça que ça ouvre aussi. Et vous pensez qu'il faut inclure justement la question du consentement dans cette définition du viol, redéfinir le viol en incluant le consentement ? Oui, je pense qu'il faut qu'on redéfinisse pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a ratifié, vous l'avez dit Madame Rome, il y a plus de 10 ans maintenant, la Convention d'Istanbul et qui nous invite à intégrer cette notion de consentement dans notre législation et qu'à un moment donné, ce serait quand même bien de se mettre en conformité avec nos engagements internationaux. Ça, c'est le premier temps de réponse. Le deuxième temps de réponse, c'est qu'on ne peut pas encore se satisfaire aujourd'hui de se dire que par principe, on est tous et toutes consentants et consentantes. Donc il faut l'intégrer, mais il ne faut pas juste l'intégrer en mettant consentement entre 2 virgules dans un texte. Il faut le définir et il faut y mettre des conditions. C'est le problème, la définition en fait n'est pas simple. Consentir, est-ce que lorsqu'on est silencieuse, on consent ou pas ? Enfin, c'est... Vous avez tout à fait raison de le dire comme ça. C'est la façon dont on le définit et on sait aussi qu'un oui peut être extorqué. Et c'est là où les textes internationaux sont intéressants puisque la Convention d'Istanbul parle de circonstances environnantes et c'est... Pour le traduire aussi de manière un peu plus abrupte peut-être, ce sont toutes les circonstances coercitives et notamment le fait que, par principe, on est encore dans une société extrêmement patriarcale. Et c'est ça qu'il faut traduire et ce n'est pas impossible de le faire. Noël Reus, vous êtes favorable, vous, à justement cette définition du consentement inclus dans une redéfinition du viol ? Parce que lorsque je vois Clémentine Autain qui dit, elle, que c'est une fausse bonne idée, parce qu'elle dit le consentement, c'est un mot ambigu, il ne rend pas compte des rapports de domination, justement. Il y a une vraie question autour du consentement et c'est vrai que les féministes et les associations sont assez divisées sur cette question.
moi, à titre personnel, j'y suis favorable. On a 94% de classement sans suite. Donc ça, c'est une donnée qui est absolument terrible. Hein. Je rappelle quand même les chiffres. Hein. C'est 230 000 victimes de violences sexuelles et de viols par an. C'est énorme. Hein. Donc c'est l'équivalent de la ville de Lille. Les classements sans suite à 94% sur les viols, ça ne peut plus perdurer. Pour toutes les raisons du monde, toutes les raisons qui empêchent d'ailleurs les victimes de parler, parce que c'est déjà tellement difficile d'aller porter plainte et de s'exprimer sur cet acte de violence extrême. Si en plus on n'a pas confiance dans la justice et si on considère qu'on ne sera pas reconnu comme victime, ça ne peut pas améliorer les dépôts de plainte. Donc oui, moi j'y suis favorable. Si vous voulez, la grosse inquiétude pour les associations, c'est que ça fasse porter une charge complémentaire sur les victimes et qu'on interroge sur les victimes sur avez-vous vraiment donné votre consentement. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on fera porter la charge sur l'agresseur en lui demandant précisément est-ce que vous avez vérifié le consentement de votre présumée victime. Donc, mais Clémentine Autain dit parfois elle consente alors qu'en fait elle ne consente pas. C'est la différence entre consentir et céder. C'est extrêmement important. Pas consentir, c'est ça. Oui, c'est la différence qu'il y a entre consentir et céder. Parfois, on cède, mais on n'a pas donné son accord plein et entier. On baisse les armes devant quelqu'un qui s'acharne à revenir, à redemander, à insister lourdement. Et c'est ça que ça veut dire, qui est défini par le terme ambigu. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a aussi du côté de la défense, et notamment dans l'affaire Pellico, des avocats qui disaient qu'ils étaient contre cette insertion du terme de consentement dans la loi, en estimant que ce serait inverser la charge de la preuve à l'encontre des mises en cause qui devraient démontrer qu'ils ont bien reçu le consentement de la personne. Donc ce serait à eux de faire cette preuve et que ce serait donc touché d'une certaine manière à la présomption d'innocence. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt une loi plus globale? Je parle justement à l'ancienne ministre, il me semble que vous défendez ça, Isabelle Rome. Ce n'est pas seulement qu'une question de consentement, mais quelque chose... Il n'y a pas un seul remède miracle. Je suis d'accord, moi aussi, pour intégrer la notion de non-consentement dans la définition du viol. Parce qu'en fait, j'allais dire, cette notion de consentement, c'est elle qui aussi base tout notre système juridique, etc. C'est-à-dire pour tous les actes, finalement, on demande un consentement libre et éclairé. Et là, alors qu'on parle d'une relation quand même extrêmement intime qui touche l'intégrité physique, j'allais dire, le législateur, finalement, ne se soucie pas de ce consentement. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut demander aux mises en cause comment il s'est assuré que la victime était vraiment consentante. Après, je pense que ce changement... Parce que c'est vrai que les agresseurs disaient qu'ils ne le savaient pas, si elle était consentante ou pas. Alors, si on regarde, vous voyez, différentes lois étrangères, on peut trouver différentes formules, des mesures raisonnables qui permettent de s'assurer que la personne était consentante. Enfin, on peut trouver des formules qui... En tout cas, c'est un terme que vous souhaitez moi, je inclure. Et je me réjouis d'ailleurs que les parlementaires s'emparent du sujet, parce qu'il y a des auditions, tout ça. Donc je trouve que c'est très bien parce qu'on est vraiment sur une question de société. Donc ça, il faut le faire à mon avis, mais ce n'est pas suffisant parce que là, on parle de la lutte contre l'impunité en quelque sorte. Mais il faut... moi, je ne suis pas opposée à une grande loi. Hein, je pense que même si... Petit à petit, on est arrivé à un certain nombre de mesures. Je pense que le fait qu'il y ait une grande loi, moi, j'y suis plutôt favorable. Et souvent, parce qu'on ne les a pas tellement entendus, les politiques. Je fais un peu le parallèle, si vous voulez, avec un moment que moi, j'ai bien connu, à la fois comme haute fonctionnaire au ministère de la Justice, puis comme ministre donc en charge d'égalité femmes-hommes. C'est le moment du Grenelle des violences conjugales. Ce Grenelle des violences conjugales qui date de fin 2019, il est intervenu après le procès de Madame Sauvage. Voilà. Il y a eu une forte interpellation des associations, des médias. Et là, le gouvernement, il a provoqué ce Grenelle, un temps de travail vraiment très intense. Donc il y a eu discussion, pluridisciplinaire, interministérielle avec les associations, les collectivités territoriales. Et derrière, mesures. Et après, beaucoup de mesures. Et je pense qu'objectivement, on a pris quand même un certain nombre de mesures très concrètes. Laquelle, par exemple? Je pourrais vous en donner des tas, mais le renforcement des outils de protection, les bracelets anti-rapprochement, les ordonnances de protection qu'on a fait passer à 6 jours, alors qu'avant, il fallait à peu près 40 jours pour en obtenir une, le 39-19 ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a eu des progrès pour la protection des formations renforcées. Enfin, je pourrais vous faire un inventaire très complet de tout ce qui... Mais il faut aller plus loin. Et donc je pense que cette prise de conscience qu'il y a eu
justement sur les violences conjugales, etc., il faut que maintenant on l'ait aussi sur les violences sexuelles et sur les viols, et peut-être provoquer ce même temps de débat et pour aboutir à des mesures concrètes. Je pense aussi que, comme on l'a fait sur les féminicides, il y avait eu une inspection à l'époque, donc des magistrats d'inspection générale qui avaient examiné des dossiers pour faire des recommandations. Je pense aussi qu'on pourrait examiner un certain nombre de dossiers qui ont donné lieu à des non-lieux ou à des classements sans suite. Alors, ça ne veut pas dire que certaines décisions ne sont pas justifiées, de classement sans suite. En tout cas, vous irez jusque-là. C'est-à-dire, on peut rouvrir. On regarde un peu tout ça et qu'on se dise, tiens, dans tel dossier, on aurait pu chercher là, pour aussi aboutir après à l'amélioration de l'enquête, comme on l'a fait par exemple sur les violences conjugales, avec des trames un peu d'audition type, etc. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Plus, parce que c'est un peu important de le rappeler quand même à chaque fois, tout ce qu'on peut faire évidemment en matière d'éducation et de prévention. Voilà. Bien sûr, éducation et prévention. Sur les enquêteurs, c'est intéressant parce que dans votre loi globale, vous incluez effectivement peut-être un renouvellement d'enquête sur un certain nombre de cas. Là, il y a eu de vraies enquêtes puisqu'on parle de quoi ? De 2000 preuves. 2000 preuves, oui. C'est quand même inédit dans un cas... Bon, déjà, l'affaire est inédite en soi, mais le fait qu'il y ait eu 2000 preuves d'agresseurs qui effectivement ont commis un viol, c'est tout de même très rare dans les questions de viol. C'est assez rare. Ce qui est intéressant, c'est que ce dossier, il part d'un signalement parce que M. Pellico a pris des photos sous les jupes d'une femme. Et qu'à ce moment-là, les investigations ont été bien menées parce qu'on sait que ce comportement qui pourrait paraître anecdotique, mais qu'il ne l'est pas, et qu'en fait, c'est juste la partie immergée de l'iceberg des violences sexistes et sexuelles. Des investigations ont été faites de téléphonie, de perquisition et de matériel informatique. Et c'est comme ça qu'on découvre qu'il y a des viols. Et en fait, nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que il faudrait... La plupart des dossiers de violences sexistes et sexuelles, c'est un faisceau d'indices. C'est rare qu'on ait des vidéos, qu'on ait l'élément de preuve parfait, l'ADN, parce que la victime serait allée tout de suite signaler, il y aurait eu les prélèvements. Mais par contre, il y a un cheminement d'enquête qui pourrait être systématiquement fait, notamment d'environnement professionnel, personnel, d'investigation de téléphonie. Donc systématiser un peu la démarche. Et ça, c'est des choses qu'on sait faire, que les enquêteurs, notamment de DPJ à Paris, connaissent. Les brigades spécialisées criminelles qui font ça dans les dossiers d'homicide, de féminicide, de dossiers de trafic de stupéfiants en borne organisée, ça fait partie des investigations. Mais dans les violences sexistes et sexuelles, on ne se donne pas les moyens. Pour répondre, et rebondir sur votre question précédente, oui, la redéfinition, ça ne fera pas tout. Moi, je veux bien qu'on débatte encore pendant très longtemps, mais en réalité, il y a quand même un certain nombre de sujets dont on n'a plus besoin de débattre, et notamment un qui est les moyens. Les violences sexistes et sexuelles, la France ne se donne pas les moyens de lutter, d'avoir suffisamment d'enquêteurs et d'enquêtrices formés, d'avoir suffisamment de magistrats et de magistrates pour prendre en charge. Rien que ça, si on l'avait, on pourrait jouer sur les statistiques et le moins d'1% de plaintes qui donnent lieu à une condamnation. Oui, parce qu'il faut revenir sur les statistiques. Moins d'1% de plaintes qui donnent lieu à une condamnation et sur et 86% des violences signalées à la police qui sont classées sans suite. Donc ça fait effectivement... Est-ce qu'il faudrait justement des décisions politiques plus importantes, Muriel Réus, de renforcer justement, systématiser les enquêtes autour des agressions sexuelles, changer aussi la loi, y inclure, donc on l'a vu, le consentement ? Le consentement, oui, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis favorable à l'inscription du consentement dans la loi. Ça va demander du travail, ça va demander effectivement l'élaboration d'un texte extrêmement précis. On a fait beaucoup de progrès, Isabelle Rome vient de le dire, sur les violences conjugales. On a effectivement mis en place tout un tas de moyens, on a formé l'intégralité des forces de police et de gendarmerie, mais jusqu'à présent, on n'avait pas pris en compte réellement la problématique des violences sexistes et sexuelles. C'est assez récent quand même, cette prise de conscience de ce qu'il faut faire pour accompagner les victimes de viols, les victimes de violences sexuelles. Donc, il faut absolument mettre plus de moyens et je souscris parfaitement à ce qui vient d'être dit sur ce plateau. Le consentement, ça ne suffira pas. Il faut plus d'enquêtes, il faut plus de moyens et c'est pour ça qu'on porte une grande loi intégrale parce que cette grande loi intégrale, elle intègre tout cela, l'enquête, peut-être aussi des ordonnances de protection
pour les victimes de violences sexuelles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les tribunaux spécialisés dont on a parlé, mais qui ne se sont pas réellement mis en place, à part à Versailles, à part dans une ou deux départements de France. Donc oui, on a besoin de plus de moyens. Et on a besoin que la force politique prenne des décisions sur ce sujet. Laure Manin, justement sur ces juridictions spécialisées, c'est le cas en Espagne, hein, il y a une juridiction spécialisée sur les agressions sexuelles. En France, on parle plutôt d'une unité qui est spécialisée sur les agressions sexuelles. Est-ce qu'il faudrait justement un tribunal spécialisé ? Il faut développer ça parce que ce sont des questions qui sont encore méconnues. Les violences contre les femmes en général sont des sujets particuliers et c'est aussi une question de moyens. Par exemple, en France, les associations féministes demandent 1 milliard d'euros pour travailler sur les questions des violences sexistes et sexuelles. En Espagne, après la loi Solo-CSI, le gouvernement a débloqué beaucoup cité en exemple, 5 milliards. 5 milliards. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Mais les questions de moyens, c'est des questions de priorité politique, là encore. Donc, il faut une volonté politique derrière tout ça. Juste un tout petit peu quand même sur les moyens, parce que Isabelle Ramalzi, en tant qu'ancienne ministre, je veux dire, les moyens... Vous aviez été ministre du gouvernement d'Elisabeth Borne. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Je pense que les moyens, quand même, augmentent régulièrement depuis plusieurs années. Ça, c'est quand même aussi incontestable. Que le budget de la justice, il a eu aussi une augmentation sans précédent. Un petit coup de pouce. Voilà. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Mais l'Espagne, pour le coup, a vraiment... Après, je ne veux pas rentrer dans des débats extrêmement techniques parce que j'ai aussi... Non, mais sur le politique, c'est intéressant, Isabelle Rome. Parce que on cite beaucoup l'Espagne, mais l'Espagne, elle prend en compte, par exemple, dans ses calculs aussi tout ce que mettent les collectivités territoriales, tout ça. La France ne le fait pas. Voilà, donc en fait, et puis par exemple, dans les chiffres, on est à peu près à 500 millions, par exemple, sur les violences. On ne compte pas non plus tout ce qui dépend du budget de la PLFSS, enfin de tout ce qui relève de la santé, de ce qui est mis par les agences régionales de santé. Donc en fait, c'est plus que ça. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est plus, mais bon. Mais vous, comme ancienne ministre, il y a un sujet de moyens, mais beaucoup de méthodes, de formation, etc. Parce que on aura beau mettre, on peut mettre des moyens, si on ne forme pas l'ensemble de la chaîne. Donc justice, police, mais aussi avocats, mais aussi travailleurs sociaux, médecins, etc. Il faut que tout le monde ait cette formation. Et je pense que justement la prise de conscience qui a eu lieu sur les violences conjugales, elle a ouvert la porte. Je crois que c'est Muriel Réus qui a dit que la prise de conscience sur les violences sexuelles, elle est assez récente. En tout cas au niveau politique large et de manière large en fait, hein, voilà. Mais justement toutes les réflexions que nous avons eues sur les violences conjugales quand on parle d'emprise, quand on parle de contrôle coercitif, quand on parle de toutes ces notions, eh bien on se rend compte que ces notions elles vont aussi permettre de mieux comprendre ce qu'est le viol, ce que sont éventuellement les... Mais est-ce que le politique sexuelles. doit s'en emparer beaucoup plus, Madame la Ministre, franchement, parce qu'on ne les a pas tellement entendus. Alors il y a eu un tweet, sur X, une réaction de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Il y a eu des politiques internationaux qui se sont manifestés. On a eu Olaf Scholz aujourd'hui, le chancelier allemand, justement le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. On a l'impression quand même, en France, on est dans une crise politique. Donc, est-ce qu'on les a vraiment suffisamment entendus pendant tout ce procès, pendant ces 4 mois ? Personnel, je ne sais pas vraiment. Honnêtement, je n'ai pas forcément surveillé les réactions d'un tel ou d'un tel. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a une forte mobilisation de la société, des associations, des médias, etc., forcément, à un moment donné, je pense que les pouvoirs publics, le pouvoir politique s'empare forcément de la question. Il doit le faire, en tout cas. Il doit y avoir... je pense qu'il est plus ou moins sommé de le faire quand on a une si forte mobilisation. Est-ce qu'il y aura un avant et un après procès de Mazan? J'espère qu'il y en aura un, et ça recoupe avec la question que vous venez de poser. Moi, je l'attends, en fait, la réaction politique, parce que franchement, il n'y en a pas eu beaucoup. Et puis, c'est quand même pas anodin aussi de se dire qu'on parle dans ce dossier-là, en premier chef, de viols conjugaux, parce que ça, on ne l'a pas non plus beaucoup dit.
Et en fait, le viol conjugal, c'est de la violence conjugale. Et on a l'impression subitement qu'on découvre, mais quand on parle de violences sexistes et sexuelles, vous le savez comme moi, Madame Rome, les violences conjugales, ça en fait partie. Donc il y a quand même eu un choix à un moment donné de faire comme si ça n'existait pas. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans nos dossiers. Quand les femmes, elles arrivent à passer la porte d'un commissariat en déclarant toute forme de violence et qu'il y a la formidable trame où on leur pose toutes les questions et qu'elles viennent déclarer des viols conjugaux, les viols conjugaux, encore aujourd'hui, ils ne sont pas traités. C'est aussi ça que ça dit. Donc oui, j'espère qu'il y aura un avant et un après et que le mouvement de la société, et qui n'est pas qu'un mouvement d'association féministe, mais qu'un mouvement global, va être entendu et que la réponse, elle va être à la hauteur de ça et que ça ne va pas être, pardon, mais un sujet comme un autre et que dans un mois ou deux, on n'en parle plus et on passe au prochain sujet. Ce serait quand même un sacré loupé de la part de notre gouvernement, vraiment. Muriel Reus, il y aura un avant et un après ? J'espère qu'il y aura un après, je le souhaite de toutes mes forces. Les politiques, on ne les a pas entendus, pas du tout. On n'a pas entendu les hommes, on n'a pas entendu les politiques, à l'exception de Sandrine Josso, mais tellement impliquée parce qu'elle-même victime de soumission chimique. Donc non, on a besoin d'une volonté politique de façon extrêmement ferme. On a besoin que les violences sexuelles et sexistes rentrent dans toutes les formations aujourd'hui destinées forces de police, mais aussi aux professionnels de santé, parce que ce n'est pas le cas. Donc, il faut former, continuer à former de façon absolument ferme et définitive. Et puis, il faut peut-être aussi s'attacher à l'éducation. Et ce programme à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui n'est donné qu'à 15% des élèves aujourd'hui en France et qui dépend d'une loi qui a été votée, n'est toujours pas en application. Donc là aussi, il faut une volonté politique pour faire appliquer dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, cette formation, cette sensibilisation, pour qu'enfin les enfants comprennent que l'intégrité du corps et le consentement, c'est absolument indispensable. Alors Manin, où ça démarre effectivement au sein de l'éducation, même si tous ces programmes à chaque fois entraînent des controverses, bon, on le sait ça aussi. Moi je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Muriel Reus, c'est-à-dire qu'il y a plein d'hommes qui ont témoigné au procès de Mazan, qui ont dit qu'ils n'avaient pas compris qu'elle n'était pas consentante et que le mari était d'accord, donc que c'était bon. Donc on revient à ce que vous disiez Anaïs Defosse, que le corps des femmes à disposition des hommes et cette culture du viol. Et puis par ailleurs, oui, j'espère qu'il y aura un avant et un après, et il y a plusieurs procès historiques sur les histoires d'agression sexuelle, de viol en particulier, qui ont fait changer les mentalités et parfois les lois. Gisèle Halimi, par exemple. Il y a eu le procès de 78 à Aix-en-Provence qui a été mené par Gisèle Halimi et Agnès Fichot pour défendre Anne Tonglet et Araceli Castellano, qui avait été victime de viols en réunion pendant toute une nuit, 2 coups et blessures, qui étaient arrivées l'une enceinte, l'autre avec des ecchymoses, pour porter plainte, et elles avaient été, leur viol avait été remis en question. Ça avait failli être qualifié en coups et blessures. Et c'était l'un des tout premiers procès, si ce n'est le premier, où il y avait eu la levée du huis clos à la demande des deux victimes pour faire progresser les choses. Mais à cette époque, il y avait une partie des policiers qui encadraient le procès, qui prenait fait et cause pour les accusés. Il y avait des hommes qui crachaient au visage de ces femmes. Et puis, il y a eu le procès de la Banada en Espagne. C'était en 2017, un viol en réunion pendant les fêtes de Sainte-Fermine à Pamplune. Ça avait été filmé par les hommes. Donc, il y avait des preuves. Celui-là a entraîné le bouleversement en Espagne. Ça a entraîné, mais plusieurs années après, ça avait d'abord été requalifié comme un abus sexuel. Mais finalement, ça avait fait progresser la loi et les mentalités. Donc, il y a peut-être un espoir que ça se passe là aussi sur cette affaire des viols de Mazan. Il y a un avant et un après procès de Mazan. Merci beaucoup Isabelle Rome d'avoir participé à cette émission. Anaïs Defosse, merci Laure Manin, donc actuelle. Merci beaucoup Muriel Reus d'avoir participé également. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux également en podcast.